Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un reboot ne fait pas un bon film, et malheureusement, cette phrase peut également s'appliquer à la nouvelle version de The Crow. Salut à tous, c'est Vincent Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film, la nouvelle version de The Crow. C'est réalisé par Rupert Sanders qui, fut un temps, avait réalisé le film Blanche-Neige et le Chasseur. Vous savez, j'ai jamais vraiment eu d'affection pour ce film. Mais bon, l'expérience était amusante et ça se laissait se regarder. Mais il avait également réalisé la version live de Ghost in the Shell de 2017. Et là, j'ai vraiment très peu d'affection pour ce film. Ne serait-ce que pour son univers japonais qui en est pas vraiment un, pour justifier ce casting international qui n'a aucun sens. Pour un film qui certes se laisse regarder, mais se fait largement enterrer par sa version animée. Mais bon, c'est du passé. Aujourd'hui, nous parlons de l'adaptation du comic book du même nom, créé par James O'Barr. Alors, je vais pas revenir sur l'histoire incroyable qui tourne autour du premier film de 94. Je vous invite plutôt à regarder la vidéo d'Exitium Film. J'ai vu très peu de vidéos de cette chaîne, mais franchement, c'est du lourd. Dans leurs vidéos spécialisées de la franchise The Crow, on y apprend tout. Et vraiment tout. C'est littéralement du reportage et ça n'aurait aucun sens de tout répéter dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous mets le lien dans la notation. Et en amont, pour me préparer à cette vidéo, j'ai revu le film d'origine pour me préparer au remake. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose d'avoir tout ce contexte en tête qui ajoute mine de rien un certain mysticisme. C'est presque à se demander si l'esprit de l'auteur de la BD n'est pas resté enfermé dans ce film de 94 avec l'esprit de Brandon Lee. La seule chose de vraiment importante à retenir, c'est que la franchise n'a jamais vraiment réussi à se relever après toute cette histoire, après ce premier film. C'est un film maudit et cette version 2024, autrement dit 5e opus ou version de The Crow, était à ce jour un grand mystère pour savoir si oui ou non ça allait marcher. Le réalisateur a d'ailleurs déclaré s'être plus inspiré de son histoire personnelle que du comic book que je n'ai pas lu. Et malheureusement, eh bien ça se voit, mais on va en parler. Eric et sa fiancée Shelly sont sauvagement assassinés par un gang de criminels. Attends. Alors je sais, ça ressemble à un pitch normal, mais il serait plus judicieux d'expliquer aux gens de ma chaîne qu'il y a bien 40 minutes de remplissage avant tout ça. Oui, mais on développera après. Bref, Eric est mort, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment le pitch. Et puis bon, tout le monde connaît l'histoire de The Crow. Mais en fait non, il n'est pas mort car un phénomène surnaturel le ramène à la vie pour venger son amour. Mais en fait non. Parce qu'ils ont changé tellement de règles, tellement de trucs par rapport à l'original, que c'est pas tout à fait ça. Le film commence sur un générique exactement du même type que le remake de Millennium de David Fincher. Et souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans ma vidéo critique du film Alien Romulus. On arrive à sentir avec intuition à quoi on aura affaire dès l'introduction. Et pour Alien Romulus, j'avoue que dès le début, eh bien ça sentait plutôt bon. Mais pour ce nouveau film, The Crow, eh bien j'avoue qu'au démarrage, ça sentait plutôt mauvais. Et c'est un truc que je ne peux pas vraiment expliquer, c'est juste une intuition. Le style montage, l'arial, des fois ça sent bon, des fois ça ne sent pas bon. C'est comme ça. The Crow de 2024 va prendre beaucoup de liberté, et malheureusement pour rien. Car on va énormément traîner en longueur avant d'arriver à la thématique de la vengeance pour donner l'illusion d'une quelconque importance au personnage féminin. Ils vont désespérément tenter de se détacher le plus possible du film original, ce qui donne un résultat plus que bancal, mais surtout ce qui donne un scénario selon moi beaucoup trop malade de l'intérieur. Premier exemple, une chose que je n'ai pas bien compris, donc c'est pour ça que vous savez, généralement j'évite de relever trop d'incohérences quand je fais une critique, parce que voilà, je visualise déjà les commentaires en masse qui me disent « Eh mais t'as pas compris, c'est parce que si, c'est parce que ça ». Là c'est un petit peu la même chose, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'on voit les protagonistes, donc voilà, Eric et Shelly, enfermés dans une prison mixte. Et en gros, c'est là qu'ils vont faire leur rencontre. Donc je crois que j'ai pas compris un truc. Alors je me suis vraiment posé plein de questions. Je me suis dit, est-ce qu'il s'agit d'une prison normale? Est-ce qu'il s'agit d'un asile de fous? Est-ce qu'il s'agit d'une zone de désintox forcée? C'est très bizarre. Parce que ça a l'air plutôt chill. Ils peuvent se balader un petit peu comme ils veulent, malgré le fait qu'il y ait des barreaux un peu partout et des barbelés autour de la zone. Mais ça ressemble, voilà, c'est trop bizarre. De plus, ils sont tous habillés en rose. J'ai pas compris non plus. Est-ce que c'est un truc réel, ça? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est ce vêtement rose a été ajouté là pour donner une illusion d'une quelconque
autre monde, bref, le fameux ta gueule c'est magique. Mais c'est qu'un film, enfin, c'est pas le même univers. Mais encore une fois, j'ai sûrement mal compris un truc, donc voilà, ne m'en voulez pas. Mais quoi qu'il en soit, cette zone mixte est vraiment la seule chose qu'ils ont trouvée pour nous faire rencontrer ces personnages et en faire des amoureux. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les mecs ont vu la bande-annonce, la toute première bande-annonce de Joker 2, et les mecs se sont dit « Oh putain, on va faire pareil !» On va faire des reshoots pour faire un truc pareil. Je me demande presque s'il ne s'est pas passé ça. Parce que je rappelle que la meuf s'est retrouvée en prison pour quasiment rien. Alors je vous explique pourquoi elle s'est retrouvée en prison. Alors, si on peut appeler ça une prison, hein. En gros, pour échapper à ses ravisseurs, elle saute dans les bras d'un flic, et ce flic va trouver de la cocaïne en sachet dans ses affaires, et poum, prison. Bah, généralement, il y a un petit jugement avant ça quand même. Bref, on constate les premières ficelles nous démontrant que le scénario un petit peu bancal. Mais ce n'est pas le pire, parce que je vous préviens, ce film a clairement des allures d'arnaque. Alors, je vous explique, avant d'aller voir un film, j'évite toujours de regarder la bande-annonce, mais également le pitch. Je ne lis pas le pitch. Sauf que pour préparer ma vidéo, en commençant à préparer le dossier, j'ai accidentellement lu la première ligne du pitch, et j'ai vu que c'est à peu près la même chose que le film original, donc le couple se fait assassiner sauvagement, c'est la première ligne du pitch. Donc celle que je vous ai citée au début de ma vidéo. Sauf que quand j'ai vu ce couple se rencontrer en prison, donc là c'est la première fois qu'ils se voyaient, moi je pensais qu'ils se connaissaient déjà avant que le film commence. Sauf que non, là c'est la première fois. Et je me suis dit, ah! Et sur le pitch il y a marqué la veille de leur mariage. Donc ça veut dire que, au moment où on les voit se rencontrer au début du film, on se dit, ah d'accord, ça veut dire qu'on va se taper toute la phase de relation jusqu'à arriver au mariage, enfin en tout cas la veille, avant qu'il se fasse assassiner. Et oui, c'est ça. Et c'est ça. Et c'est... Bon, on va développer. Bon, avant tout, je précise que le couple va s'évader, et pour s'évader, il suffit de passer par-dessus le barbelé. Voilà. C'est... Genre, il n'y avait pas pensé plus tôt. C'est complètement absurde. Pour s'évader, il suffisait de partir. Voilà. Bref, le film original, et là, attention, je l'ai beaucoup comparé au film original, et croyez-moi, ça en vaut la peine. Vraiment, bon, je vous le dis, je vous spoil direct, le film original peut dormir tranquille. Voilà, il peut dormir tranquille, malgré ses aspects vieillots, on y reviendra plus tard. Mais le film original avait ce talent de nous mettre directement dans le bain dès l'introduction. C'est-à-dire que la vengeance démarre directement lors du lancement du film. Ce qui fait que là, on ne s'emmerde pas. Et du coup, on avait envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On voulait comprendre qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage, à ce héros. On le voyait directement sortir de tombe, s'ajouter du mysticisme, une atmosphère très pesante, très mortuaire. Or, dans cette nouvelle version 2024, les 30, voire même les 40 premières minutes ne représentent que du non-film. Oui, vous m'avez bien compris, le premier tiers du film sera consacré à ça, à la relation amoureuse totalement inintéressante du couple. T'as juste envie de leur mettre des claques, tu ne les vois que baiser, enfin je veux dire, il n'y a pas de problématique particulière, c'est pas intéressant, et ça sera comme ça lors du premier tiers. Donc 30 à 40 minutes. T'as presque envie de venir les tuer toi-même pour faire avancer le film. Et personnellement, quand je vois ça, je trouve qu'il y a un certain non-respect envers son public. On prend vraiment le public de The Crow pour un con, parce qu'on connaît tous très bien l'histoire originale. Là, ça aurait été sympa d'avancer. Et à tel point, et je vous jure que c'est rare que ça m'arrive, j'avais vraiment envie de sortir de la salle. Évidemment, je suis resté, mais en tout cas, ça m'a vraiment énervé de voir qu'il s'éternise sur cette relation est complètement stérile, inutile, inintéressante, à les voir pendant une demi-heure en train de faire des galipettes, alors que tu sais pertinemment ce qui va se passer, y compris si t'as vu la bande-annonce. Et attendez, le pire est à venir. Oui, ce n'est pas le pire encore. On n'est pas encore descendu plus bas. Le pire, c'est que la vengeance n'existe plus. Pourtant, encore une fois, le pitch est trompeur. On nous parle d'un ange de vengeance presque. Ici, c'est très différent. Le héros fait un pacte consistant à tuer les méchants pour faire ressusciter sa copine. Donc ce n'est plus de la vengeance. Voilà. Le principe de vengeance, c'est vraiment personnel. C'est vraiment, tu n'as plus rien à perdre et tu n'as plus rien à gagner. Alors que là, dans ce film, dans sa nouvelle version, il a tout à gagner de tuer les ennemis. Sous ces airs de côté gothique, émo du personnage, au fond, ce n'est ni plus ni moins qu'un justicier normal. Le personnage de Brandon Lee avait ce côté un peu malsain de se venger par pur plaisir, dans l'unique but d'empêcher ses ennemis de continuer de sévir. Donc ce n'est pas un film de vengeance et pourtant il se vend comme tel. Et ce n'est toujours pas le pire, on redescend encore un peu, c'est que pendant les 2 tiers du film, nous avons un héros
complètement à la ramasse, qui passe son temps à se chercher, qui n'a pas du tout l'air maître de son destin. Il nous faut à peu près, je dirais, 1h15 pour que le héros devienne enfin ce qu'on appelle un anti-héros. Pour résumer, nous avons un film divisé en 3 actes. Le premier, la base. Voilà, ça va baser pendant un premier tiers du film. Le second acte, le héros qui va se chercher. Je sais pas qui je suis. Insupportable. Et le dernier, quelque chose qui ressemble à peu près à The Crow. Donc quelque chose qu'on aurait dû avoir depuis le début, ce qui était le cas de la version originale. Donc l'acte de la vengeance qui n'en est plus une. L'écriture est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Bien que ça se rattrape sur la forme, on en parlera après, mais sur le fond c'est horrible. Parce que oui, sur la forme, ça marche bien. Sur le dernier tiers, franchement, c'est assez jouissif à regarder, mais il faudra vraiment s'armer de patience pour voir enfin arriver à l'écran l'anti-héros qu'on aime, et ce dans l'espace d'un petit quart d'heure sur quasiment 2 heures de film. Alors qu'encore une fois, dans la version 94, c'était comme ça depuis le début du film. Bon, forcément, ça ne sert à rien de parler de ce film sans parler de Bill Skarsgård, déguisé en émo gothique, et je trouve que ça ne marche pas beaucoup. J'ai eu l'impression de le voir endormi tout le long, et lorsqu'il se révèle enfin, donc à la fin malheureusement, je trouve son look tout pourri, c'est vraiment, je sais pas, il y a une volonté de se la jouer un petit peu Joker, vous savez, Joker de Dark Knight, et avec ça il se la pète vraiment trop. Ce qui rendait l'original incroyable, c'était surtout les valeurs de Brandon Lee qui brillaient à travers la noirceur du film. C'était un film anti-drogue, anti-criminel, un film qui fait l'éloge du bon flic, du couple sain et heureux également, tandis que dans cette nouvelle version, le gentil flic n'existe plus. Le couple tel qu'il nous est présenté est en fait un couple de hippies très malsains, drogués, alcooliques, dépressifs, à l'image de la modernité en fait. Et surtout, là je vais enfoncer les portes ouvertes, mais le casting du premier film faisait vraiment briller les années 90. Il y a vraiment tout qui sentait bon dans ce casting. Alors qu'ici, dans cette nouvelle version, tout est relativement oubliable. On s'en sent presque un petit peu seul. Notamment avec Danny Huston, dans le rôle du méchant. C'est vraiment... ce mec joue toujours le méchant exactement de la même façon et c'est un petit peu fatigant. Là, je crois que c'était vraiment le méchant de trop. C'était son rôle de méchant de trop. Il n'a rien d'autre à raconter hormis le fait d'être méchant. Et c'est un petit peu fatigant. Et comme je vous expliqué, le problème du film se base à 90% sur l'écriture. C'est scénarisé par Zach Bailin qui, paradoxalement, avait coécrit le très bon Gran Turismo. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, il avait coécrit. Il n'était pas seul. Alors que là, je crois qu'il est seul. Il a été seul sur le projet The Crow. Mais en dehors de l'écriture, les rares moments réellement intenses sont vraiment efficaces. Il y a du style sur cette nuit très bleutée, très froide. Bien qu'on se rapproche trop à mon goût d'un style à la Batman, bon j'imagine que c'est fait exprès, je préfère très largement l'aspect rougeâtre du premier film. Dans cette version 2024, l'image se veut quand même très old school. Donc le film essaye de créer une identité visuelle qui se rapproche des années 90, tout en essayant de s'éloigner de la version originale. Les corbeaux qui tournent autour du personnage, bon voilà franchement, la référence à la Batman, tu te la prends en plein phare, parce que tu pourrais presque confondre les corbeaux par des chauves-souris. Autrement, je n'ai jamais été fan du montage très épileptique du tout premier film, parce que vous savez, on alterne un petit peu les séquences du présent avec des flashbacks épileptiques, pour garder un certain flou sur le passé, donc garder un mystère autour du personnage. Et là, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire pareil, mais ça marche plus parce que du coup, on a vraiment la relation amoureuse en direct live et les flashbacks qu'on nous affiche à l'écran sont d'une inutilité affligeante parce que non seulement on s'est tapé un tiers du film à aller voir Baysay pour en plus se retaper les flashbacks plus tard de eux qui sont en train de Baysay, c'est insupportable. C'est vraiment là au cas où t'as oublié. Il y a aussi, il y a une musique selon moi un petit peu trop omniprésente en plus d'être pas ouf. Sauf un thème en particulier que j'ai bien aimé, mais à part ça, c'était donc le remake de The Crow, la version 2024, et c'était objectivement pas bon. L'âme de Brandon Lee vit encore et toujours dans la première version, et je crois qu'il fait des toupies dans sa tombe. Sa mort sur le tournage du premier film fait partie finalement de cette mythologie, et c'est vraiment ça qui a rendu ce film légendaire. Et étrangement, depuis ce jour, personne n'arrive à la cheville de l'original. Même si ce dernier fait très vieillot, on se rend vite compte en revoyant le film que le côté vieillot fait au contraire partie des meubles, et c'est justement ça qui le rend irremplaçable. On ne peut pas reproduire cet effet vieillot qui est finalement le cachet du film. Donc voilà, écoutez, moi je vous invite à économiser votre argent. On a eu des petites surprises comme Alien. Allez voir Alien plutôt, voilà, je crois que Deadpool 3 est encore au cinéma aussi, allez voir Deadpool 3, voilà, aussi. En tout cas si vous voulez passer un moment plutôt divertissement blockbuster. Mais alors ce film là, vraiment oubliez, c'est une arnaque, vous allez vous emmerder. Attendez que la scène finale arrive sur YouTube, c'est le seul truc qui vaut le coup, parce qu'en dehors de ça, ça ne restera pas dans les annales. Mais après, peut-être que je suis seul, donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, comme toujours j'y porterai attention. Autrement, n'oubliez pas les liens de mon Patreon
et de mon Linktree pour me suivre sur les réseaux ou encore écouter mes podcasts audio, disponibles dans la description et en commentaire épinglé. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, pour le coup, c'est gratis. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.